What it do, baby? Attendez 2 secondes. Du bon café dans ma tasse sans restriction. Les real OG de sans restriction savent, hein? Tu sais, ceux qui ont acheté les tasses quand c'était... quand on avait vraiment besoin que les gens achètent des tasses pour essayer de nous partir comme il faut. Je veux vous remercier à chaque fois que je bois mon café dans ma tasse sans restriction. Je pense à tous ceux qui en ont une, tous ceux qui nous ont supportés dès le début. Continuez, hein, il y a le gear sans restriction sur zonekr.ca, les hoodies. Je vois les hoodies devant moi, les tucs aussi sans restriction qu'on a. Donc, continuez à nous supporter. Aussi, je veux juste mentionner merci à tout le monde. On a rarement eu autant de bonnes stats au niveau des écoutes. Les 3 derniers podcasts, donc Anthony Manta, Anthony Beauvillier et Pierre-Luc Dubois, puis Jacob Pelletier. Les stats sont insane. Merci. Mais là, c'est le mois de février. Le mois de février, ça veut dire la Saint-Valentin. Je déteste la Saint-Valentin. Si vous saviez comment j'haïs la Saint-Valentin. Moi, j'ai pas besoin qu'un fou de calendrier me dise achète un cadeau à quelqu'un. God damn, je l'haïs la Saint-Valentin. Mais c'est pas grave, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Hein, et ça permet aux gens d'en apprendre un petit peu plus sur la culture black. Donc, on a décidé sur le pod d'inviter que des blacks pour le mois de février, des gens de la culture, des gens du milieu sportif, du milieu artistique, des gens d'un peu partout pour essayer d'ouvrir les horizons de tout le monde. Ce que j'aime beaucoup avec ce podcast, là, sans restriction, c'est que ça nous permet d'apprendre beaucoup. Moi, le premier. C'est une excuse pour avoir plein de blagues sur le podcast puis qui nous parlent de leur histoire puis de leur chemin puis de tout. On parle pas de brutalité policière avec Jean-Luc Grandpierre aujourd'hui. Non, on parle de sa job. On parle de ses bons coups, ses moins bons coups. On parle des trucs positifs, des trucs négatifs. Tu sais, c'est un backdrop pour pouvoir parler aux gens de la communauté, pour vous les faire souvent découvrir. Jean-Luc s'est rendu un commentateur pour les Blue Jackets de Columbus à Columbus, rouler sa bosse dans la Ligue nationale. Ce gars-là, il a joué avec Dominic Hasek. L'histoire qu'il a sur Dominic Hasek, mesdames et messieurs, je ris à chaque fois que je le réécoute. Oui, naturellement, on parle de Pierre-Luc Dubois. C'était juste avant l'échange de Pierre-Luc. C'était la journée ou le lendemain de l'attentat au Capitole qu'on a enregistré ça avec Jean-Luc. Donc, puis lui, il était aux États-Unis. Donc, écoutez, c'est quelque chose que je chéris beaucoup. Ça va être une tradition sur le podcast. Ça veut pas dire que les autres mois, on n'aura pas de blagues sur le pod. Au contraire, vous savez qu'on aime ça avoir des blagues sur le pod. On aime ça avoir des gens de la communauté LGBTQ+. Puis éventuellement, j'ai hâte qu'on ait notre premier ou première athlète trans sur le podcast. C'est quelque chose que je travaille là-dessus en ce moment avec Bruno, partenaire du pod. Puis c'est quelque chose que je trouve que ça va être vraiment important pour qu'on puisse apprendre, ouvrir nos oreilles, ouvrir nos horizons, ouvrir notre cœur, parce que c'est ça qu'on fait sur le pod. Pod du peuple, le peuple est undefeated. Et ça va être le nouveau saying du pod. Le peuple est undefeated. Quand on se met ensemble, puis qu'on décide de s'élever chacun pour le bien du peuple, on est undefeated. Donc, merci, je vous aime et on s'en va écouter ma main man, Jean-Luc Grandpierre, baby! Hey, bon, regardez, vous le savez sur le pod, hein? Des fois, je reçois des gens, puis je suis plus excité que d'autres. Pas parce que les autres sont pas le fun à écouter. Allez écouter la bibliothèque qu'on a. Plus de 100 épisodes de Sans restriction. Non. Mais il y en a qui ça vient un petit peu plus me chercher. Mon invité d'aujourd'hui, bon, il a joué au hockey, choix 7e ronde. Il a joué pour plusieurs équipes. Bon, les Air Miles étaient là. J'ai la fiche devant moi. Les points Air Miles sont là. Mais ce qui m'impressionne encore plus, il rit. Autre que le fait que c'est un real estate agent aussi. Tu sais, il a son diplôme, mais commentateur pour les Blue Jackets de Columbus. Ma man, mon frère Jean-Luc Grandpierre, comment ça va? What you do, baby? Non, merci. J'ai die. Merci de m'avoir, Kevin. C'est pas trademark encore, hein, le What you do, baby? Ah, il est pas encore trademark. Faut que je travaille fort, là. Je vais l'utiliser sur les airs à Columbus. Là. Est-ce que tu imagines, si ça arrive, là, je me fais tatouer JLGP sur moi.
Je t'envoie le clip sur Twitter quand je le dis. Oh, God! Mais comment ça va? Mais là, t'es à Columbus en ce moment. Là. Comment ça se passe? Ah, ça va bien. Non, tout est bien ici. C'est sûr, en Ohio, avec le COVID, les cas sont assez hauts. Aujourd'hui, j'ai vu les Blue Jackets ils ont sorti 19 joueurs de l'entraînement aujourd'hui, juste en précaution. Alors, c'est pas beau à voir, mais à part ça, la famille, moi, mes amis, tout va bien. Mais c'est comment? Parce que, bon, j'ai écouté un truc au Japon. Puis là, juste pour que les gens se situent, on est le 8 janvier. Puis dans la semaine du 8 janvier, Japon avait eu 2500 cas, puis ils voulaient fermer la ville au complet. Là. Nous, au Québec, on est proche de 3000, on a un couvre-feu qui commence. À Columbus, c'est quoi? Tout le monde chill dans les restos quand même ou il y a quelque chose qui se passe? Ben, c'est pas comme la Floride, là. Ben, tu sais, la Floride, c'est complètement fou. Ouais, les nightclubs sont ouverts, ils font ce qu'ils veulent, mais ici, c'est plus ou moins... c'est un État républicain, alors c'est un petit peu plus wild là, que démocrate comme New York. Ouais. Sauf que les gens font attention, mais malheureusement, le nombre de cas est quand même assez haut. Là, comme hier, je pense que c'était 10 700. Mais c'était pas pour Columbus, c'était pour Ohio. Alors, tu regardes une population d'environ 11 millions de personnes, puis tu as 10 000 cas par jour, c'est quand même beaucoup. Nous, on se parle en ce moment, 8 janvier, National Championship, quand l'épisode va passer, va avoir eu lieu, mais c'est comment, là, en ce moment, à Ohio, là, quelques jours du National Championship, là? C'est quoi? C'est incroyable. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller au match, mais là, je pense que c'est pas ouvert au public, évidemment. Alors, je connais beaucoup d'étudiants qui essaient de vendre des billets qu'ils ont reçus. Je sais pas comment ils ont fait pour les avoir. Mais je suis sûr qu'il va y avoir pas mal de fans. Tous les fans qui peuvent voyager vont y aller. Puis tu sais, une fois rendu en Floride, à part dans le stade, tu peux faire pas mal tout ce que tu fais. Mais malheureusement, ces gens-là vont retourner ici. Puis c'est comme ça que ça s'éparpille. Hein. Le COVID, c'est triste, mais c'est ça que... Tu peux rien faire. Aux États-Unis, c'est différent. Tout le monde pense qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent parce que c'est leur First Amendment. Fait que tu raides la vague, comme ils disent ici. Là. On va voir ce qui va arriver. On l'a vu. On a vu les images mercredi. Moi, je travaillais. Mais en fait, pendant que tu es là, puis je suis content de pouvoir te parler parce que j'avais pas prévu parler de ça, mais vu que, comme moi, en étant à Montréal, j'ai jamais autant regardé CNN pendant une journée. Là. J'étais connecté, là, puis je voyais des choses que je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Là. Est-ce que toi, vu que ça fait vraiment longtemps, ça fait maintenant 20 ans que tu es aux States, établi? Ça fait 20 ans que je suis à Columbus, ça fait 23 ans aux States. Là. 23 ans aux States. Établi, ouais. Est-ce que quand tu vois une affaire de même, t'es surpris ou t'es juste comme, yo, c'est ça qu'on vous dit depuis le début, guys? Ben, Kev, les 4 dernières années, là, c'est comme si tu regardais une émission de télé, tu sais, genre, comment ça s'appelle, là, les shows, là, de Big Brother? Puis, ouais, Big Brother, c'est ça. C'est comme Big Brother, puis Jersey Shore, tu sais, ça fait 4 ans de Jersey Shore qu'on a, fait que à CNN, là, 2 jours, c'était comme le dernier épisode, là. Wow! Tout ce que tu pensais qu'il pouvait arriver, là, va arriver, puis, tu sais, c'est triste. C'est vraiment triste à voir. J'étais assis avec mon fils, puis on regardait ça, puis il en revenait pas. Mais j'ai dit, écoute, c'est pas normal. Là. C'est pas la façon qu'un pays, n'importe quel pays peut se comporter, mais malheureusement, c'est juste la meilleure façon de le dire, c'est quoi? Il a été voté il y a 4 ans. Tout le monde pensait que ça allait être une bonne chose ici, j'imagine. Mais moi, écoute, je peux pas voter, puis je suis bien content que j'ai pas voté parce que ça me fait peur de voir quelqu'un de même au pouvoir. Mais on a 10 jours de plus, puis c'est fini. Fait qu'on on va être correct. C'est incroyable. Là, t'as expliqué, ça fait 23 ans que t'es aux States. Bon, là, juste pour faire ton curriculum vitae de hockey, t'as joué à Beauport, après ça, t'as joué pendant 4 ans à Val-d'Or. By the way, comment tu fais pour avoir 209 minutes de pénalité dans le junior, bro? 209? C'est bataille à toutes les games, là! J'étais pas un gars qui se battait, mais je m'en souviens une saison, je m'en souviens plus c'était qui mon entraîneur. Puis c'était moi, il dit, c'est-tu Jean-Luc? Il dit, t'es un bon joueur de hockey, mais il dit, à ta grosseur, ta grandeur,
Si tu veux ouvrir les yeux des dépisteurs, il va falloir que tu fasses quelque chose de plus que compter des buts ou bouger à rondelle, patiner vite. Fait que je me suis comme dit, j'ai compris le message assez rapidement. Je me suis dit, j'ai tout le temps été quelqu'un assez physique. Mais à cette heure, si je suis physique, je frappe quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui me regarde de travers, on va se battre. Fait que c'est comme ça que j'ai ramassé les pénalités. C'est fou. Quand j'ai vu ça, j'ai crié. Après ça, donc tu joues les juniors majeurs au Québec. Puis tu sais, t'étais capable, comme tu as dit, de faire des points. Ta dernière saison, 33 points en 58 matchs, 13 points en 13 matchs en série. Là, après ça, tu sais, j'aime ton parcours parce que c'est vraiment le parcours de gars qui a grind pour se rendre. Là. Après ça, t'es allé Ligue américaine à Rochester. Après ça, t'arrives avec les Sabres de Buffalo, seulement 16 matchs. Là, t'es arrivé avec les Sabres, année 98. On va faire la jeunesse de ta carrière. 98-99. Ça veut dire que le gardien de but, c'était Dominique Hachek. C'était comment? Ah ouais, le Dominator. Hey, sérieusement, je pourrais te compter tellement d'histoires, mais Dominique Hachek, probablement... pour moi, un des plus grands gardiens de l'histoire de la Ligue. Je dirais top 3. Okay. Puis c'était un gars talentueux, unorthodoxe, quand tu le regardais se garrocher partout. Puis tu sais, souvent, t'entends les gens dire « Oh, il travaille fort, puis il travaille dans la pratique comme dans les matchs. » Mais Dominique Hachek, je te mens pas, j'ai jamais vu quelque chose de même. C'était pas une histoire politique quand il disait qu'il travaille aussi fort, là. Sérieusement, en séries éliminatoires, je me souviens quand on jouait contre Dallas. On était en finale. Puis moi, je jouais pas. J'avais 21 ans. C'était une de mes premières années dans la Ligue. Puis je me souviens, je pratiquais. Puis Dominique était resté sur la glace après la pratique. Puis il dit, Jean-Luc, je veux que tu prennes 10 slap shots, OK? Du demi-cercle. En plein milieu du demi-cercle, tu prends 10 slap shots. À chaque fois que tu comptes un but, on recommence. Et là, je me dis, écoute, tu joues ce soir contre Dallas. Wow! C'est le 5e match de la série, puis tu vas me faire des slapshots de 15 pieds. Puis si je compte un but sur 10, on recommence. Fait que je commence. Bon, je compte un but. On recommence. Après 20 minutes, Lindy Ruff, l'entraîneur, il arrive sur le bord du banc, puis il commence à crier. Je dis, Jean-Luc, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je sais pas, je travaille avec Dom. Là, il regarde, il dit, Dom, get the F off the ice right now! il a fallu quasiment qu'on le tire de la glace pour l'enlever le jour d'un match parce qu'il voulait pratiquer à cause de Brett Hall, qui était tout le temps en train de faire des slap shots de proche, puis il voulait être sûr qu'il soit prêt pour ça. C'est un gars de même. Sa préparation était ridicule. Ouais. C'est vrai. J'adore le fait que lui, il s'est dit... Pour me pratiquer pour Brett Hall, je vais prendre Jean-Luc. C'est gros. Hey. Tous les partants, ils étaient déjà dans la chambre, fait qu'il restait plus grande option. Fait que mon slap-shot était assez fort, plus fort que les entraîneurs. Fait qu'il m'a pris. Mais tu sais, c'est un gars, comme je dis, là, dans les pratiques, il lançait son gant pour faire des arrêts, puis il continuait sans bloquer ou sans glove. Puis il fallait que l'entraîneur arrête la pratique parce que tu sais, t'as un gardien numéro 1 dans la ligue qui a pas de gants en pratique puis il continue à jouer. C'était ridicule, ça dédicace. Wow. Parce que en fait, les 2 années que tu étais là, c'était des années loadées, là. Loadé. Y a-tu, parce que bon, tu sais, rapidement, là, Miroslav Chatan, Michael Pekka, Woodley, Olzinger, what a guy, Zidnik, bon, Matthew Barnaby, que je vais te poser une question après, mais y a-tu un gars qui sort vraiment du lot que t'es comme, si les gens savaient sur lui, il serait une méga star? Aïe. C'est quoi? C'est une bonne question, ça. Tu quoi? On va retourner à cette question-là après. Faut que j'y pense un peu. OK, parfait. Matthew Barnaby, là, est-ce qu'il t'a déjà demandé de te battre dans une pratique? Non, je me suis jamais battu avec Barney. Matthew Barnaby, fait qu'il a joué à Beauport, lui également, avant, mais il était plus vieux que moi, fait qu'on n'a jamais joué ensemble, mais c'était un gars qui m'avait pris sous son aile dès que je me suis fait échanger à Buffalo à 18 ans, je me souviens, pendant l'été, on allait là pour s'entraîner, puis Matthew Barnaby, c'est un gars qui nous aidait tout le temps, tous les jeunes, fait que c'était vraiment un bon gars, mais c'est un gars qui est... il avait pas peur de faire le party, puis c'était, tu sais, des fois, là, ce
que tu voyais sur la glace, c'était Matthew là, chaque jour. Je l'ai vu se battre dans l'autobus contre Rob Ray parce qu'il a décidé de casser le bâton à Rob Ray. Écoute, cette histoire-là est bonne. Ça, à faire les bâtons, c'est tous des bâtons synthétiques, right? Mais là, je vais manger, là, mais dans le temps, je jouais avec un bâton en bois. Tout le monde jouait avec des bâtons en bois. Okay. Sauf Zitnik, OK? Zitnik avait un bâton synthétique. Puis je me souviens, Rob Ray, à un moment donné, je sais pas comment il a fait pour l'avoir, mais il a pris des bâtons de Zitnik, mais il était tout fier. Il était tellement fier d'avoir un bâton synthétique. Puis on pratiquait à Niagara Falls, fait qu'on était comme dans un petit autobus, puis on monte avec tout notre équipement, sauf nos patins. Puis Rob Ray rentre avec son bâton, puis il est tout fier, puis il a montré son bâton synthétique. Puis Barney, il prend le bâton, puis il pèse dessus avec son pied, puis il casse le bâton. Oh non! Je te le dis, moi, je pensais que c'était une blague, parce que c'était carrément ma première saison. Ça fait genre, je pense que j'ai joué 3 matchs dans la Ligue nationale à ce point-là. Il commence à se battre dans l'allée, dans l'autobus, à vrai coup de poing pendant 20-25 secondes. Wow. Il n'y a personne qui a rien fait. Tout le monde le regardait aller. Barnaby, là, c'était un fou, mais un maudit bon gars. Yo, dans l'autobus, j'adore ça. OK. Ouais. Fait que là, bon, là, t'arrives à Buffalo. Puis là, dans le fond, de Buffalo à Columbus, tu t'es fait échanger, right? Ouais. Est-ce que tu te rappelles contre qui? Oh, fait que ça, c'est compliqué. Je me souviens de l'échange. Écoute, la façon que l'échange s'est passé, tu sais, c'était avant que t'avais un cell phone avec un worldwide plan. J'étais en République dominicaine en vacances, puis j'ai vu que je me suis fait échanger sur ESPN pendant que je mangeais au restaurant. Ben non. C'est là que j'ai su que je me suis fait échanger. Ah, je te le jure, Kev. Fait que là, je retourne à ma chambre d'hôtel, puis le numéro, le téléphone commençait à flasher rouge sans arrêt, puis c'était mon agent qui m'appelle pour me dire « Hey, appelle-moi, j'ai des nouvelles, blablabla. » Fait que j'ai vu que j'ai été échangé. Fait que j'ai été échangé contre, je pense que c'était un choix au repêchage, puis c'était, tu sais, dans le temps du repêchage d'expansion, dans le temps tu faisais des deals, tu prends ce gars-là, mais exactement. Bon, ben, eux autres, il fallait qu'ils protègent Dominique Hachek, ils voulaient protéger Martin Biron. Fait que la façon qu'ils ont fait ça, ils ont dit, bon, on vous échange Jean-Luc Grandpierre puis Matt Davidson, je pense. Ouais. Puis vous autres, il faut que vous preniez un de nos gardiens, puis juste sur papier, pour être sûr que, comme ça, Buffalo, il allait pas perdre Biron ou Hachek. Fait que c'était un échange comme... business. Ça n'a pas été pour un joueur exactement, c'était plus un side deal. Et on va appeler ça, est-ce que tu te rappelles pour qui tu avais été échangé de Saint-Louis à Buffalo? Aïe. Ça, là? Yuri Yemelev? Yes! Yo, le gars a joué 0 match dans la Ligue... Ah non, il a joué 7 games dans la Ligue nationale. Ah non, il a joué un peu à Buffalo. OK, il a joué 2 saisons. Il a juste joué 2 saisons pendant que toi, t'as joué 9 salles. Comme, pour vrai, c'est quand même nice. T'sais, parce que dans le fond, je me suis tout le temps dit, est-ce que quand les joueurs se font échanger, ils ont un peu un grudge par rapport à qui ils se font échanger? Ben, la première fois que je me suis fait échanger, j'étais encore dans le junior. J'avais été à un camp à Saint-Louis. Fait que quand je me suis fait échanger, ben, premièrement, j'étais à Val-d'Or, je jouais junior. Ouais. Quand j'ai entendu que je me suis fait échanger, je pensais que je venais de me faire échanger de Val-d'Or. Fait que je capotais parce que je voulais pas partir. J'ai vraiment aimé mon séjour à Val-d'Or. Je voulais pas partir de là. Mais je me souviens, quelqu'un me dit, hey, Jean-Luc, tu t'es fait échanger. Là, je capotais, man. J'étais prêt à pleurer. Puis je me suis rendu compte que je me suis fait échanger de Saint-Louis à Buffalo. Fait que ça me dérangeait pas, là. Mais j'ai pas vraiment regardé pour qui, parce que dans ce temps-là, écoute, j'étais un choix de 7e ronde. Je pense pas qu'il y avait d'attente vraiment pour moi de faire la Ligue nationale anyway. Fait que j'étais juste content d'aller à quelque part d'autre. Très nice. OK, donc là, t'arrives à Columbus, puis à Columbus, t'es resté quand même, je pense, 4 saisons. C'est vraiment là que tu t'es fait un nom. By the way, t'as-tu une carte d'hockey? T'as-tu une carte d'hockey de toi? Ouais, bon, ouais. Puis quand... J'en ai un paquet.
Mais quand t'as eu ta première carte de hockey, parce que là, je suis en mode de collection de cartes, parce que là, je suis un des chanceux qui a la carte d'Alexis Lafrenière en ce moment dans mes mains. Mais quand t'as eu ta première carte de hockey, c'était comment la réaction? C'est quoi? Ma première carte officielle de hockey, là, il a fallu que je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'était avec Upper Deck. C'était un share. C'était moitié moi puis moitié un autre joueur. Fait que j'étais pas si fier que ça. Puis je me souviens même pas c'était qui l'autre joueur. Oh! Fait que j'étais pas trop content. C'est bon, ça! Quand j'ai eu ma première carte à Buffalo, ouais, j'étais content. J'étais vraiment content. Puis quand tu arrives à Columbus, est-ce que tu as besoin de trouver sur Internet c'est où Columbus? Big. C'était ridicule. Mon parcours de Buffalo à Columbus était ridicule. Fait que je me fais échanger c'était à la fin de. C'était pendant l'été, avant le repêchage, je me fais échanger. Puis moi, je pars de Montréal, je passe par Buffalo pour prendre le reste de mon équipement. Puis j'appelle mon agent, puis tu sais, j'avais pas de navigation system ou d'iPhone. Tu sais, c'était en 2000, là, ça fait longtemps. Fait que j'ai un livre avec une map carrément à côté de moi, puis j'ai appelé mon agent à Toronto, il dit « T'es déjà allé à Cleveland? » Je dis « Ouais, je suis déjà allé à Cleveland. » Il dit « 71, continue, aller au sud, tu vas rentrer dedans. » Je dis « OK. » Fait que là, je descends, je pars de Buffalo, je suis 71, puis il y a rien, juste des champs partout. Là, j'appelle, je dis, hey, tu es sûr que c'est 71? Il dit, ouais, continue, tu vas avoir un signe Cleveland, continue à y aller. Je descends, je passe Cleveland, je suis tout content, je dis, aïe, la grosse ville. Hey, 15 minutes au sud de Cleveland, il y a du bois, puis juste des champs encore. Là, j'appelle mon agent. Après 1 heure, je dis, Big, je m'en vais en mauvaise place, c'est impossible. Il dit, continue. Ouais, je continue. Puis, en fin de compte, j'ai trouvé Columbus. Mais j'avais aucune idée où était Columbus sur une map. J'avais aucune idée c'était quoi un Buckeye. Tout le monde me disait, you're going to Buckeye country. J'avais aucune idée c'était quoi Buckeye. Je savais même pas c'était quoi college football dans le temps. Wow. Le collège universitaire, ça me disait rien parce que à Buffalo, c'était Buffalo Bills toute la journée. On n'entendait rien du collège. Fait que c'était vraiment une nouvelle expérience pour moi. C'est quand même fou, là, parce que tu pars de Montréal, tu as été à Val-d'Or, qui est quand même, c'est pas à côté de Montréal, et là, tu te retrouves à Columbus, mais à Columbus, by the way, ta carte, là, j'ai retrouvé ta carte, là, le partenaire qui était avec toi, c'était David Moravec. David Moravec, hey, lui, on l'a vu pendant un camp, puis il a disparu. Il s'est dit que sa carte avec moi. C'est très drôle, tu vois, puis c'est pas juste une carte, là, plusieurs cartes, vous êtes les deux ensemble, c'est très bon, man. Yeah, c'est à ce moment-ci du podcast que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod. Ça n'a pas changé. Vous pouvez assurer la pérennité du pod en achetant des trucs, casquettes, hoodies, tout ce qui est sur le zonekr.ca, côté sans restriction. Donc, zonekr.ca, catalogue sans restriction, le gear est là. Allez-y, amusez-vous. Puis, c'est votre opportunité de supporter le pod, qu'on puisse payer le beau studio qu'on a, qu'on puisse continuer à des fois faire des dons, comme on a fait au podcast de Bridget Laquette à la communauté autochtone. Puis c'est des choses qu'on veut continuer à faire aussi. Lorsqu'un invité vient nous parler de quelque chose qui lui tient à cœur, il y a personne qui est payé pour le pod, mais si on est capable de prendre un peu de sous de la marchandise pour faire des dons à gauche, à droite, ça nous rend heureux. Donc, merci de nous suivre et on retourne écouter Jean-Luc Grandpierre. C'est ça. Donc là, t'arrives à Columbus, puis comme là, t'es un régulier dans l'équipe. Là, tu joues. Là. Ça, c'est comment l'adaptation de devenir un régulier qui, en même temps, pas joue le rôle, parce que oui, tu joues aussi le rôle du tough, mais là, tu joues dans la Ligue nationale. Là. C'est quoi qui change à part le paycheck? Là? Qu'est-ce qui change? Sérieusement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, point de vue de la façon que tu vis, ou c'est vraiment juste de vivre l'expérience. Pour moi, c'était pas l'expérience de la Ligue nationale, c'était plutôt l'expérience d'une nouvelle ville, puis de l'énergie qu'il y avait en arrière de l'équipe dans les premières années, avec des nouveaux fans. Puis tu viens d'un marché comme Montréal,
tout le monde connaît le hockey. Buffalo, c'est une grosse ville de hockey. Puis tu t'en vas à Columbus où, pendant le camp d'entraînement, je me souviens, il avait laissé les portes ouvertes dans l'aréna de pratique, puis il y avait 3500 personnes à chaque pratique. Puis les gens, ils applaudissaient si tu frappais la vitrine, la glace avec la rondelle, tellement qu'ils étaient excités. N'importe quelle petite affaire, ils étaient excités. Puis je m'en souviens, le premier match intra-équipe, je pense qu'il y a eu 6 ou 7 batailles. Quoi? Le premier match intra-équipe. Comment ça? Ah oui, c'était malade. Ben, parce que c'était un paquet de jeunes loups qui voulaient faire l'équipe, puis tout le monde... Puis, tu sais, les spectateurs étaient excités. Hey, après la deuxième période du match intra-équipe, Doug McLean, il a sorti tout le monde de la glace, il a emmené tout le monde dans la chambre, il a dit... C'est assez les batailles, là, jouer au hockey. Parce que c'était ridicule. C'était comme un épisode de Slapshot. Wow! J'ai jamais vu quelque chose de même dans un camp d'entraînement. Fait que, il a arrêté les matchs complètement, il a rentré tout le monde, il dit, vous allez tous être dans la même équipe, là. Il dit, on arrête les batailles, s'il vous plaît. Parce que c'était rendu ridicule, sérieusement. Mais je pense que c'était parce que la foule était tellement intense puis excitée de chaque... Tu sais, le gardien faisait un arrêt normal, là, puis tout le monde capotait. Hey, standing ovation. Il y avait une mise en échec, tout le monde capotait. Fait que, tu sais, les joueurs, avec ton adrénaline, tu vas en faire plus, mais c'était tellement drôle, mais l'énergie était vraiment là. Pour un gars qui est né à Montréal, là, c'était comment jouer avec Line of the Line, là? C'était vraiment le fun. Avoir l'art dans l'équipe, c'est un gars que j'ai grandi à regarder le Canadien. Je l'ai vu gagner la Coupe Stanley. Moi, mon défenseur préféré quand j'étais jeune avec Montréal, c'était Chris Chelios. Je parlais à l'art pas mal, mais je pense que je dois y avoir demandé au moins 100 questions sur Chris Chelios. Wow! Est-ce que tu as eu la chance de rencontrer Chelios? J'ai eu la chance de le rencontrer, de jouer contre. Il était à Détroit dans le temps. Je m'en souviens, un de mes premiers matchs à Buffalo. Je pense que c'était mon deuxième match à Buffalo. On jouait contre les Red Wings, puis je me souviens, j'étais comme en état de choc. J'étais sur la ligne rouge en train de m'échauffer, puis je vois Steve Yzerman, Sergei Fedorov, Chris Chelios, l'autre côté en train de patiner, puis je les regarde, je dis « Yo, man, ce gars-là patine vite! » Je me dis je suis rapide, but boy, these guys can fly. Je capotais. C'était vraiment une expérience. Puis ça, c'est vraiment la grosse différence entre la Ligue nationale puis la Ligue américaine. C'est une fois que tu arrives dans la Ligue nationale en tant qu'un jeune joueur de 21 ans, tu te dis, écoute bien, je jouais au PlayStation avec ces gars-là l'hiver passé dans le junior, puis là, je suis rendu sur la glace avec eux. Fait qu'il y a un petit peu d'un aha moment où tu te dis, maudit, je peux pas croire que tu faire quasiment la peau pour être sûr que c'est pas un rêve. Là. Fait que, mais c'était vraiment le fun. Y a-tu un joueur que après un match ou quelqu'un que t'a dit, yo, ça serait nice que tu me donnes ton bâton ou ton chandail, ou y a-tu à un moment donné que t'as dit, c'est quoi, je vais y demander pour vrai, tu sais? Sais-tu quoi? J'ai jamais eu vraiment un joueur où je me dis je veux son bâton. C'est sûr, j'ai pris un bâton de Dominique Hachek avant de partir de Buffalo. Sais-tu quoi? J'en ai pris 3. J'ai pris 3 bâtons d'Hachek en partie. Ouais, j'en ai pris 3, puis j'ai... Ah, mon Dieu. Tu sais, quand t'es jeune puis stupide, c'était l'année qu'on avait été en finale de la Coupe Stanley. Puis cette année-là, je pense que j'avais 21 ans ou 22 ans. Je retournais à Montréal, puis j'étais en route, je conduisais, puis j'ai eu un ticket de vitesse sur l'autoroute. Puis quand le policier est venu me voir, il dit « Hey, ouais, t'allais vite, blablabla. » Il dit « Où tu t'en vas? » Je dis « Ah, je m'en vais à Montréal. » Il dit « Tu viens d'où? » Je dis « Ah, je viens de Buffalo. » Puis il dit « Ah, il dit Jean-Luc. » Je dis « Ouais. » Il dit « Tiens. » Fait que là, il me regarde, puis là, je dis « Ah, j'ai une coupe de bâton de Dominique Hachek ici. » Il dit « T'en veux-tu un? » Il m'a regardé tout croche en voulant dire « Essayes-tu de t'acheter le ticket? » Là, j'ai dit « Ah, non, juste en tant que bon gars, je voulais te l'offrir. » Fait qu'il l'a pas pris, mais il m'a pas donné d'étiquette également, mais je suis content d'avoir pris le bon policier parce que j'essaie de me... Ça coûte cher, l'étiquette. J'aime que tu essayé d'acheter un ticket avec un bâton de Dominique Hachek. Yo, j'en avais 3.
Un pour mes parents, un pour moi, le troisième, je savais pas à qui je le donnais. Oh, wow, so great. Puis l'autre affaire, je trouve ça intéressant que tu me parles des Red Wings parce que moi, je me rappelle, je regardais cette équipe des Red Wings jouer, puis j'étais comme, cette équipe peut gagner tous les matchs de la saison s'ils veulent. Là. C'était comment aller sur la glace contre eux, puis que tu voyais tout ce talent-là l'autre bord, là? C'était intimidant. C'est vraiment intimidant, puis c'est dur, surtout quand t'es un de tes premiers matchs dans la Ligue nationale, tu joues contre une équipe de même, puis tu vois toutes les légendes, puis tu joues assez. Tu sais, à Buffalo, je me souviens quand je jouais, j'étais sur la troisième paire avec Jason Woolley, fait que, tu sais, il gardait pas 5-6 minutes sur la glace. Tu sais, tu jouais 15-17 minutes, là, dans tes premiers matchs dans la Ligue nationale, puis tu te dis, hey, je suis à la glace avec Fedorov, je suis à la glace avec Yzerman, puis ces gars-là, c'est assez intimidant. Je vais te dire une histoire. Mon premier match en Ligue nationale, on a joué contre les Sharks de Saint-Nosé. On a gagné 4-1. J'étais plus 4. J'étais sur la glace sur tous les buts qu'on a comptés. Aucun contre. J'ai dit, aïe, je vais être une légende dans ce ligue-là. Ça va aller bien. Puis, 2 jours plus tard, samedi après-midi, on joue contre Détroit. On a perdu 4-2, puis j'étais -2. Fait que c'était un retour à la réalité assez rapide. C'est fou, hein, comment le retour du balancier se fait rapidement, hein? Ouais. Hey, exactement. C'est pas tout le monde qui est comme ça nausé. Watch out. Ah, c'est nice. OK, so là, là, t'es à Columbus, tu joues tes 4 années, et là, tu te retrouves à ATL. Now, les gens qui écoutent le Pods, OK, qui sont pas de la culture black, si on veut, ils savent peut-être pas que ATL, c'est quelque chose. ATL, c'est différent, là. C'est pas boss, là. ATL, c'est spécial, tu comprends? Fait que toi, t'arrives... C'est spécial. C'est spécial. T'as ton bagage de Ligue nationale, t'arrives à ATL. C'était comment arriver là-bas? Sérieusement, le Dirty South, c'est pas pour moi. Oh non! Tu sais, ça, c'était dans le temps de... Tu sais, je me souviens, sais-tu Bauer? Ben oui! Lil Bauer. Ben oui. Lil Bauer is my boy, man. C'était... Tu sais, je le voyais quasiment tous les jours. Wow. Je voyais Lil Bauer. Tu sais, Ludacris était around. Tu sais, il y avait bien des gars qui étaient vraiment dans le même quartier où qu'on était. Tous ces gars-là, moi, j'étais à l'hôtel, mais je me souviens, tous ces gars-là, ils habitaient tous dans le même coin, proche de l'aréna de pratique, tu sais. Fait que c'était le fun parce que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnalités comme ça. Mais le point de vue hockey Atlanta, c'était absolument... C'était terrible. Tu sais, c'était... Ben, il disait qu'il y avait 12 000, mais je pense qu'il y avait 3 000. C'était tellement plate. Puis c'était l'année, malheureusement, qu'il y avait eu l'accident avec Danny Hartley. Voyons, pas Hartley. Ouais. Danny Hitley. Fait que c'était vraiment, vraiment une année qui a été très difficile. Puis je vais te dire quelque chose, j'ai pas très aimé mon court séjour à Atlanta. Mais quand, puis sans nécessairement rentrer dans les détails, mais moi, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est cet accident d'auto-là. Là. C'est la première fois que je comprenais pas qu'est-ce que... Dans ma tête, vous étiez des super-héros qui pouvaient rien vous arriver, puis là, il arrivait quelque chose. T'sais, je pense que c'est une des premières fois que c'était aussi gros qui en parlait dans les médias. Ça s'est passé comment à Atlanta? Là? Nous, on a juste des petites bribes mais pour vous, comment vous avez géré la situation ou comment vous l'avez appris? Moi, je suis arrivé, je pense que l'accident est arrivé au mois de septembre. Moi, je suis arrivé là-bas au mois de janvier. Fait que, tu sais, Danny Hitley était en réhabilitation à ce point-là pour son genou. Mais il y avait comme une espèce de nuage. Juste, tu sais, comme un gros nuage sur l'équipe. Personne n'en parlait vraiment, mais tu savais ce qui venait de se passer. Ils venaient de perdre un de leurs coéquipiers. Puis je disais que ça a été un passage assez difficile pour tout le monde pendant cette saison-là, évidemment. Tu perds un coéquipier, c'est comme un frère. Puis c'était vraiment quelque chose que personne vraiment en parlait, sauf qu'on savait que c'était là. Fait que c'était une expérience que j'aurais vraiment pu vivre sans passer par là, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très dur à expliquer, mais c'était vraiment sombre. Dans la chambre, c'était sombre. Les matchs que tu gagnais ou tu perdais, c'était tout le temps sombre. Puis moi,
C'est sûr, j'étais pas là quand l'accident est arrivé. Je connaissais pas le joueur, mais c'est tellement dur de voir comme ce que les joueurs qui ont joué avec passaient au travers. Ouais. Je pense que c'était quelque chose que personne n'en parlait, mais en tant qu'un outsider là, qui est rentré dans le squad, je trouvais que c'était très apparent. T'as quand même joué avec Ilya Kovalchuk, là, qui était mon joueur préféré. Ouais. Kovalchuk, puis until this day, moi j'ai un chandail de Kovalchuk avec les Canadiens chez nous, là. Pour te dire à quel point Kovi, moi c'était Koivu mon joueur préféré, et après ça c'était Ilya Kovalchuk. C'était comment jouer avec lui, puis c'était comment l'avoir dans la chambre à cet âge-là, là. Incroyable. Kovalchuk, sérieusement, il y avait une espèce de réputation dans le temps. Je sais pas si c'était dû à l'entraîneur, c'était Bob Hartley dans le temps, qui était difficile sur lui. Mais quand tu dis un gars talentueux, qui aimait le hockey, puis il avait 19 ou 20 ans cette année-là, je pense. Il était jeune, mais tout un joueur de hockey. Tellement bon gars, généreux. Quand tu dis un gars, tu peux pas trouver une chose négative à dire sur lui, là. À part son choix de souliers, là, et de bottes. Comment ça? C'est un Russe typique, là, il avait 19 ans, il arrivait à l'aréna avec sa Lamborghini, puis il avait ses bottes en serpent, là. À part ses bottes. Probablement un de mes meilleurs coéquipiers que j'ai eu. Wow! OK. Là, bon, là, ATL, tu quittes ATL, puis la carrière de la Ligue nationale finit à Washington. Tu arrives à Washington et moi, là, ce club-là, c'était pour moi un des clubs les plus loadés. C'était comme les Red Wings, mais avec des chillers, là, OK? Jaromir Jagr était là. C'était comment jouer avec Jaromir Jagr, mais la version Capitals de Washington. Il faut le préciser. Kev, écoute. Moi, je suis arrivé, tu vois-tu, cette année-là, tout le monde était là. Jagr était là, je pense Carter était là. Quand je suis arrivé à Washington, tout le monde était parti. Moi, je suis arrivé là quand c'était Hey Capitals, on veut perdre chaque match, OK? Parce qu'on veut ramasser Alexander Ovechkin au draft l'année d'après. Oh! Fait que, écoute, mais je vais te conter une histoire. Tu sais, tanker, là, ils disent il y a personne qui tank. OK. Je dirais pas qu'ils ont tanké, mais ils ont tout fait pour être sûr qu'ils se ramassaient avec Ovechkin cette année. Wow. Parce que je me souviens, je suis arrivé là, puis Glenn Henlon, c'était l'entraîneur. On pratiquait jamais. On n'avait pas de pratique. Toutes les pratiques, c'était optional. OK? Olaf Kolzig, c'était notre gardien. Il était blessé. Fait que, à place de rappeler un gardien, un deuxième ou un troisième gardien, ils ont rappelé un gardien de la East Coast pour jouer. Puis la raison pourquoi ils l'ont rappelé, ils ont dit, l'équipe dans la Ligue américaine, ils voulaient qu'il y ait une série, fait qu'on veut pas rappeler ces gardiens-là. Fait que, les gars, tu sais, c'est des professionnels, fait qu'ils ont de la pride. Tu sais, Brandon Witt était encore là, il voulait gagner. T'sais, on avait un paquet de gars, Miller était là. Fait que les gars veulent gagner pareil. Puis Glenn Henlon, il savait qu'il allait pas avoir de job l'année d'après. Fait que lui aussi, il voulait essayer de gagner. Fait que tous les gars, pendant la fin de la saison, tous les gars, c'était Glenn, il voulait que les gars, ils frappent leur bonus. T'sais, s'il y a un gars qui avait besoin de tant de points, il le mettait sur la glace, sur le power play. S'il y avait un gars qui avait besoin de plus de temps de glace, il le gardait sur la glace tout le match pour être sûr qu'il ait son time on ice bonus. C'était tellement drôle. Puis, à chaque fois qu'on gagnait un match, puis on a gagné une coupe de match avec notre gars de la East Coast, à chaque fois qu'on gagnait un match, les gars étaient tellement contents. Puis tu vois, le directeur général rentrer dans la chambre, c'était McPhee. George McPhee, c'était le directeur général. Puis tu voyais, il passait dans la chambre sans sourire. Tu voyais qu'il était pas content, puis il rentrait directement dans la chambre du coach. Wow. Les gars, ils riaient tellement parce qu'ils disaient on est en train de mess up son plan for Ovechkin right now. Wow. C'était tellement drôle.
Fait que Washington, c'était pas fort. Mais j'adore ça. Parce que, tu sais, bon, on l'a vu NFL avec les Eagles qui ont essayé de nous faire dire qu'ils voulaient gagner la game quand ils ont enlevé le quarterback numéro 1 pour mettre numéro 3, là. But they want to win the game, it's okay. On voit. Mais j'adore que tu me l'expliques comme ça parce que c'est comme un non-dit que tout le monde comprend et puis on est bon avec ça. Ouais, point de vue joueur, entraîneur, il n'y a aucun doute, les gars veulent gagner. Tu sais, c'est pas dans ta nature. Tu peux pas te rendre à une ligue, n'importe quel sport tu joues, si tu te rends dans le top, là, ou proche du top, tu veux pas perdre. Ça dérange pas c'est quoi les circonstances. Fait que, il y avait aucun doute que les gars jouaient fort puis ils voulaient gagner. Mais tu sais, quand tu regardais l'organisation en général, tu vois, c'était assez clair, le message qu'ils venaient d'envoyer. Tu sais, t'as joué beaucoup en Europe, là, un peu partout. Est-ce que t'aurais joué KHL? Parce que je sais que c'était pas ce que c'est aujourd'hui, mais si t'avais eu l'opportunité puis que la ligue avait fait un peu plus de sens comme aujourd'hui, est-ce que c'est une ligue qui t'aurait dit, tu sais quoi, je vais l'essayer, ou aller jouer en Russie dans le Freddy, c'est pas en forme? C'est quoi? C'est une bonne question. J'ai eu une offre pour aller jouer en Russie une saison. Puis on était en Europe dans ce temps-là. Je pense que j'étais en Suède. Puis j'avais une très bonne offre. Tu parles d'une offre, là, parce qu'en Russie, ils niaisent pas. Ils payaient les gars. Tu faisais entre 1 et 2 millions, là, puis t'étais là pour 6 mois. C'était quelque chose que Wow. tu regardes en tu te dis j'aurais dû le faire, j'aurais pas dû le faire, mais je me souviens, j'avais appelé Freddie Brathwaite, qui jouait en Russie dans ce temps-là, puis j'avais joué avec un petit peu à Columbus. Puis il m'avait dit son expérience, point de vue du racisme, etc. En Russie, il dit Big, it's not worth it, là. Puis j'avais parlé à ma famille, puis à ma femme, puis mes enfants, puis je me suis dit, si je vais en Russie, je peux pas les emmener, c'est sûr, parce que faut que tu vives dans un hôtel, puis 2 jours avant chaque match, il faut que tu ailles sur une base militaire, puis tu sais, c'était vraiment ridicule, toutes les règles qu'il y avait autour de l'équipe. Point de vue, tu peux pas conduire, faut que tu aies un chauffeur, sécurité. C'était malade. Pour moi, ça valait pas la peine, personnellement. Fait que j'avais décliné, là. Mais c'est sûr que si c'est la KHL aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu différent. Probablement, je le ferais, mais voilà, tu sais, 15 ans, non. J'ai passé là-dessus. C'est insane. Comme ton parcours, puis ton parcours te mène à être commentateur pour les Blue Jackets. Bon, de commentateur à... Moi, je suis WWE Raw, mais c'est quand même la même énergie que quand c'est du hockey, tu comprends? Donc c'est comment de devoir critiquer en sachant que t'étais one of the boys avant. C'est ça, c'est bizarre, hein? C'est une position assez précaire que tu te prends parce que tu vois les joueurs chaque jour, avant le COVID, là, anyway, tu vois les joueurs chaque jour, t'es dans la chambre avec eux autres, puis là, tu vas regarder le match, puis tu te dis, il était pourri à soir. Tu vas pas dire ça, fait faut que tu manges tes mots, faut que tu sois honnête, mais moi, la façon que j'approche les matchs, c'est que je regarde, tu sais, je suis rendu un fan de hockey à ce temps. Je me vois comme ancien joueur, comme quelqu'un qui a joué 16 ans professionnel, puis tu sais, je connais le match, je connais ce qui se passe dans la game, mais je regarde comme le casual fan, je regarde le match de 200 pieds, puis je veux juste être honnête avec ce qui se passe. Tu sais, pourquoi, si je sais pas, il y a un turnover ici, pourquoi c'est arrivé? Je fais pas d'excuses, mais tu sais, faut tout le temps que tu t'aides 2, 3 deep à chaque fois qu'il arrive quelque chose, parce que c'est pas aussi simple que ça a l'air à la télé des fois. Des fois, c'est une question de communication. Des fois, c'est hey, ton bâton est carrément cassé. Mais tu sais, c'est sûr, des fois, il y a des gars qui fait un gars qui fait un jeu puis tu te dis yo, à quoi tu pensais? Fait qu'il faut que tu le dises sur les airs. Mais la plupart du temps, il faut être assez politiquement poli, comme on dit ici. Là. Fait que mais c'est une position assez précaire, assez difficile, mais je pense que environ vers la moitié de la saison l'année passée, je me suis rendu compte que faut juste être honnête à la fin de la journée. Puis si les joueurs sont fâchés après toi, so be it. Puis si les fans ils disent oh t'es trop soft envers les joueurs, il est pourri, so be it. Mais faut juste faire ta job, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Non, mais les gens sont jamais contents anyway. Là. Tu peux pas. Puis ça, tu sais, avec le wrestling puis tous les trucs que je fais à TVA Sport, j'ai compris vite que
t'as beau essayer de plaire à tout le monde, là, il y en a tout le temps qui sont frus. Tout le temps. Tout le temps. For no reason. Donc, non, c'est une belle mentalité. Puis bon, le podcast est entre 30 et 40 minutes. On frappe la 40e minute bientôt. Mais parle-moi un peu de Doober, parce que Doober, bon, il est venu souvent sur le pod. Puis c'est quelqu'un que... bon, on est très proche de Doober. Il vient à la classique KR à chaque année, redonne à la communauté. Parle-moi un peu de Doober à Columbus, c'est comment? Ben, première chose, il faut que tu demandes à Doober pourquoi il veut se faire échanger. Parce que j'aimerais bien avoir l'information. Oh, ah non! Oh, ah non! Anyway, non. Doober, c'est quoi? Sérieusement, faut être vu des gars francophones comme David Savard qui est ici, j'y parle souvent. Doober, j'y ai pas parlé souvent l'année passée. Il est tellement in the zone. Puis c'est un gars, quand on rentre dans la chambre, souvent, il est déjà parti. Ouais. Fait que j'ai pas vraiment eu la chance d'y parler profondément, tu sais, one-on-one, hier, là, quelque chose de même. Mais c'est un gars qui est, tu sais, il est tranquille. Puis je pense qu'il y a un petit côté qui est wild de Pierre-Luc, mais qu'on voit pas, nous autres, d'ici, là, en ce moment. Ouais. C'est que, je dirais pas qu'il a de l'air inconfortable, mais je dirais que, tu sais, c'est un gars qui il fait sa job, il sort de l'aréna, puis tu vois sur la glace, il s'amuse avec ses coéquipiers, mais quand les médias rentrent dans la chambre, il change son comportement quasiment. Fait que j'ai jamais vraiment eu la chance de connaître Doober, puis je me suis dit, cette année, c'est l'année où je vais aller dans sa face, puis je vais dire, écoute, Big, je suis québécois comme toi, on peut parler de poutine, de hot dog, tu me le dis, let's do it. Puis malheureusement, le COVID arrive, fait que Doober, j'ai pas d'insight. Tu dois savoir plus sur Doober que moi je connais en ce moment. J'adore ça parce que tu sais, Doober, mettons, tu dis, il est calme. Il s'en va, là, probablement pour aller jouer à FIFA au PlayStation. Probablement. Ah, ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Lui, puis Tex. Ouais, exact. Lui, puis Tex, les deux. Ouais. Oh, man. Hey, c'était vrai. Il va falloir qu'on fasse un part 2 for real parce que c'était vraiment, vraiment le fun de jaser. Puis ça serait nice si on faisait un part 2 juste avant les playoffs, là, après la saison. Là, je te souhaite la meilleure des saisons, COVID-free, que tout se passe bien sur la passerelle pour vous autres, puis que tout se passe bien sur la glace pour que vous rentriez en série puis que tu aies de la job pour encore plus longtemps que juste la saison. Là. Ouais, merci. Même chose à vous. J'espère que tout va bien au Québec. Puis, ouais, on vous souhaite une bonne saison. T'es-tu un fan des Canadiens? Ben, en fait, je sais plus parce que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment, vraiment fan fini du Canadien. Puis maintenant que je connais des boys dans pas mal toutes les équipes, on dirait que là, je suis juste fan des boys que je connais. Puis si les boys sont en série, je suis content pour eux, tu sais. Donc, je pense que je suis rendu un fan de hockey maintenant et non du Canadien. Puis anyway, les Canadiens, ils déçoivent à chaque année. Fait que j'aime mieux être un fan de hockey. Ils déçoivent à chaque année. Non, mais j'ai été fan de Columbus quand Doober était en playoff. Tu sais, puis j'écrivais à Doober, on s'écrivait après chaque match. On discutait. Des fois, il était dans la chambre puis on se parlait. Donc, tu sais, moi, je suis mes boys puis mes gars de Team Canada puis en espérant que tout se passe bien pour elles et eux. Yeah, c'est cool, ça. Ouais, man, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas de problème, Kev. Merci de m'avoir. Puis, ouais, j'écoute ton podcast tout le temps. J'ai écouté ton dernier que tu as fait avec my boy Pat Bernier, mon ancien roommate. Ah, t'as été roommate avec Pat? Ben ouais, Pat puis moi, on est partners, man, dans le junior, à Val d'Or. C'était mon roommate. Lui et moi, on restait dans la même pension pendant 2 ans. Wow! Je savais même pas. Ouais, fait que. Ouais. Oui, je viens de finir de lire son livre, là. Justement, j'ai acheté son livre. Si tu l'as pas lu encore, finis ça, man. Je l'ai lu en 2 jours, man. Wow! Incroyable. OK, bon, ben, à la fin du pod, je vais rementionner le livre de Pat. Puis, toi, dernière question, t'étais-tu là dans l'année à Christopher Le Temps avec Val d'Or ou vous êtes manqué d'une année? Non, on s'est manqué, je suis trop vieux. Moi, j'étais là avec Dumont, les années à Jean-Pierre Dumont, Steve Bégin, Luongo, moi,
Patrice, on était dans la même squad. Ouais. Ah, c'est nice. Mais whenever t'es in town, I take you to the grinder pour un steak, là. Comme, we need, comme, je sais qu'on a tellement d'histoires à se raconter qu'on pourra pas raconter sur le pod, mais un jour, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe avec ma man d'Uber. All right. All right. Attention à toi. Quel beau pod, hein? Quel beau pod. Je vous dis, c'est quelque chose qui, pour moi, je suis tellement fier quand on réussit à faire des pods excellents comme ça. C'est pas obligé d'être des gros noms. Hein. Tu sais, oui, on a eu Anthony Beauvillier dans l'année 2021, je veux dire. On a eu Anthony Beauvillier, Pierre-Luc Dubois, Jacob Pelletier, Anthony Manta. On a eu Christopher Le Temps. On a eu Marie-Philippe Poulain, Mélodie Daou, Sarah Nurse. Puis on en a tellement en banque qu'on a hâte de vous sortir. Puis Félix Auger-Aliassime, Michael King. Tu sais, on en a fait des grosses entrevues, mais c'est des gens qui sont un petit peu plus connus du milieu québécois, tu comprends? Mais d'avoir un Jean-Luc qui, lui, a roulé sa bosse, nous a représenté, puis pas qu'on a oublié, parce que, tu sais, moi, j'étais vraiment hype quand Jean-Luc a dit qu'il venait sur le pod, puis j'étais encore plus hype quand il a dit qu'il écoutait le pod. Mais qu'on entend un petit peu moins parler. Oui, je sais qu'il fait des trucs à RDS, mais on entend juste un petit peu moins parler, puis c'est triste parce que son contenu est tellement le fun, sa joie de vivre transperce les écouteurs, la radio de ta voiture ou whatever où tu l'écoutes. Puis c'est ça sans restriction. On parle avec tout le monde de tout. On n'a pas besoin d'avoir des A+++++ de followers sur Instagram. On a des A++++ de gens, de gens de cœur, de gens de bonne foi, puis des gens qui sont là pour les bonnes raisons. Puis c'est ça sans restriction. Puis ça va continuer à l'être. Puis merci Jean-Luc d'avoir été sur le pod. Puis on continue à nous suivre sur la page Instagram, à partager les pods dans vos stories. Tu sais, on veut s'impliquer aussi socialement. Je regarde pour certains trucs pour qu'on puisse s'impliquer socialement. Tu sais, juste d'être dans le studio des Trois Sexes. Puis là, on n'est pas encore dans le studio, naturellement, parce que, bon, c'est la pandémie. Mais juste de pouvoir dire que je suis dans le studio des Trois Sexes, ça me rend fier quand je le dis aux gens, parce que c'est un peu une implication sociale qu'on fait un peu en même temps. Donc, merci de nous suivre. Je vous aime. Sans restriction sur Instagram. zonekr.ca pour le stock, le gear, hoodie, tuc, tout sans restriction sur zonekr.ca. Je vous aime. Je vous souhaite une semaine exceptionnelle. Puis j'aime faire ça souvent, d'envoyer des messages à mes proches ou à des gens que je connais un petit peu moins, mais de leur envoyer des messages d'amour random. Fait que je le fais à toi qui écoute ça en ce moment puis qui a besoin d'entendre ça. T'es bon, t'es bonne, t'es le meilleur, t'es la meilleure. Tu vas avoir une belle semaine. Puis je crois en toi. Passe une belle semaine. Bye bye.